Au Mali, Wagner pille déjà. Ce sont les propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nous allons également parler du Burkina Faso, reprise du procès Sankara après le rétablissement de la Constitution. Et puis on termine par l'Afrique. Les coups d'État sont le fruit de la mauvaise gouvernance. Ce sont les propos du président rwandais Paul Kagame. Notre invité, Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Les mercenaires russes de Wagner ont déjà commencé à piller le Mali, mais ne cherchent pas à remplacer la France et les pays européens dans le Sahel, a estimé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Maître, votre réaction par rapport à cette sortie du ministre Jean-Yves Le Drian? Ben, écoutez, ici, on se demande qui est dans la provocation, parce que pour l'instant, en tout cas, ce sont des affirmations qui n'ont été soutenues par aucune preuve. De la même façon que la France s'offusquait lorsque certaines parties de la population malienne l'ont accusée de piller les ressources minières maliennes, raison pour laquelle elle ne veut pas s'impliquer suffisamment pour régler définitivement le problème sécuritaire qu'il y a au Mali. Oui. Donc finalement, c'est quoi faut-il croire que la France s'y connaît en pillage? C'est la raison pour laquelle elle pense qu'elle a l'épreuve des moyens utilisés par Wagner. Bon, on se pose bien la question. Et se la poser, ce n'est pas offensant, parce qu'aujourd'hui, cette accusation portée est une provocation et une atteinte encore supplémentaire qui est portée à la souveraineté de ce gouvernement qui, qu'on le veuille ou non, a l'appui de sa population. Alors, c'est toujours le problème de la légitimation des pouvoirs. Vous voyez, on a des pouvoirs sortis des urnes de manière abracadabrantesque et qui s'imposent à la volonté populaire et qu'on nous déclare comme étant les seuls pouvoirs réguliers et qu'il faut sacraliser. Et puis, alors que ces pouvoirs sont complètement déconnectés des populations, ne sont pas acceptés du tout par les populations, mais on nous dit c'est les seuls qu'il faut respecter. Ça, c'est l'évangile selon la CEDEAO. Et puis, quand, à un moment donné, il y a des gens qui, excédés par les insuffisances de la malgouvernance, décident, pour des raisons qui sont plus ou moins contestables, hein, encore attention, d'enlever ces pouvoirs. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la mauvaise gouvernance a ceci de tenace, et qu'elle imprègne toutes les couches des populations, en ce compris les forces de défense et de sécurité. De façon que parfois les forces de défense et de sécurité sont devenues en quelque sorte disons les ouvriers de la basse besogne de ces pouvoirs totalement illégitimes, mais qui ne peuvent rester longtemps que parce qu'ils sont protégés par la force armée. Alors, une armée qui voit faire tout le temps des gens plutôt dans des contre-performances permanentes, mais qui a pour mission de protéger les populations, mais est détournée de cette mission pour protéger une institution, enfin, notamment de gouvernement illégitime. Qu'est-ce que vous voulez qu'à un moment donné elle fasse? C'est le problème et c'est l'équation qu'il faut toujours régler avec ces problèmes de coup d'État. Je dis, nous avons fait un recul considérable depuis ces 6 derniers mois en Afrique de l'Ouest, qui est devenu finalement le théâtre des coups d'État, la quasi endémique, parce que on en a 4 là. Hier, il y a encore un coup d'État en Guinée-Bissau. Ça n'a pas marché. Parce qu'on nous dit, bon, cette fois-ci, ça a échoué. Attention, il faudra vraiment que on le fasse échouer pour de bon, c'est-à-dire traquer les auteurs et démontrer qu'on a vraiment les rênes du pouvoir en main, et en ce compris le pouvoir de l'armée. Parce que c'est des collègues entre eux qui se sont affrontés hier pour protéger un pouvoir civil, enfin civil, parce que le président Mbalo était militaire. Bon. Alors, un ancien général. C'est un ancien général, voilà. Alors, donc, on se connaît et on sait pourquoi. Donc, des gens sont morts pour le protéger, lui. D'accord ? On ne nous dit pas le nombre.
On ne dit pas qui est à la tête de cette mutinerie sanglante hier. On ne nous dit pas. Et on ne nous dit même pas les raisons pour lesquelles il y a eu la tentative de coup d'État. Il dit c'est au nom de la lutte contre la drogue. Non. Alors, le chef de l'État dit qu'on lui en veut parce qu'il est en train de lutter contre les narcotrafiquants et la corruption. Bon. Si ça suffit, alors que c'est le programme sur lequel il est élu quand même. Alors si ça suffit pour qu'on lui en veuille, alors il faut vraiment que le peuple entier poursuive ces auteurs de ce coup d'État et qu'ils soient jugés conformément à la loi. Alors, Jean-Yves Le Drian continue, il dit ce sont des anciens militaires russes armés par la Russie. Ce n'est pas la première sortie du ministre français des Affaires étrangères. Il en a fait deux déjà. Oui, il en a dit plusieurs. Ouais. Mais, alors maintenant, le ton change un tout petit peu parce qu'on a une nuance là. Du coup, Wagner n'est plus une société privée. Wagner, c'est littéralement les anciens militaires. Moscou qui les envoie et qui les arme. Et puis, bon, allez, personnellement, je n'irai pas défendre nécessairement un positionnement pro-Wagner. Mais quand même, c'est à se demander de quoi ils se mêlent. Si les Maliens décident que les Russes font mieux ou feront mieux et que Wagner, même comme société privée, est capable de produire du résultat là où la France n'en a pas produit pendant 9 ans, c'est la décision des gouvernants maliens. Alors finalement, il se fait l'avocat du Mali contre les pillages de Wagner ou des Russes. Les Maliens ne lui demandent pas de les défendre contre les pillages des Russes. Ils lui demandent de les défendre contre les djihadistes. Ça, il ne l'a pas fait. Maintenant, il se découvre une nouvelle vocation. C'est le pillage supposé que Wagner va faire des ressources maliennes, qu'il doit protéger. Mais de qui se moque-t-on? Attendez, on poursuit au Mali les djihadistes qu'on a installés en Libye. C'est ça, il n'y a aucune contradiction dedans. Ceux que vous avez installés contre le colonel Kadhafi en Libye, vous les retrouvez au Mali, vous les poursuivez ici et là-bas, vous allez travailler avec eux. Non mais on se fout de la gueule du monde. Alors les sorties répétées, maître Éric Emmanuel Sosa, de Jean-Yves Le Drian, prouvent à suffisance selon vous que la France est en train de perdre quelque chose au Mali? Nécessairement, oui. Elle est en train de perdre d'abord son positionnement en tant que puissance moyenne. Une grande puissance et une puissance moyenne respectable pour ce qu'elle est. Nous avons, nous autres Africains francophones avec la France, si vous voulez, ce rapport ombilical qui fait que, bon, par toutes nos institutions, nous sommes rattachés à la France. Et le plus dramatique, c'est que nos armées sont biberonnées par la France. C'est ce qui fait souvent le problème. C'est ce qui fait d'ailleurs que très souvent, c'est en Afrique francophone, régulièrement, que vous trouvez les coups d'État faits par les militaires, dans un mode totalement absurde d'ailleurs, parce que la plupart du temps, quand on dit c'est l'armée, l'armée est dirigée par une hiérarchie dans laquelle on compte d'abord les généraux. Mais souvent, ce n'est même pas les généraux qui font les coups d'État. Ce sont des officiers de rang inférieur qui font les coups d'État. Et les généraux, finalement, ils se rallient. Ils ne font rien. C'est-à-dire, j'ai sous ma responsabilité des gens qui doivent normalement me devoir discipline. Ils commettent un acte qui est illégal. Et moi, en tant que chef, je ne peux même pas sanctionner l'acte. Vous vous rendez compte un peu dans quoi on est? Et ça, c'est une spécialité des militaires formés en France. C'est une spécialité. C'est-à-dire qu'un général reste complètement quoi lorsqu'un capitaine prend le pouvoir et il ne peut rien faire. Il ne peut même pas dire « je ne suis pas d'accord, je ne me plierai pas à ce pouvoir ». Il ne peut même pas le dire. Et on dit « c'est l'armée ». Donc finalement, l'armée est dirigée par des capitaines lorsqu'il y a des généraux. Donc vous voyez qu'on est dans un schéma complètement fou et il faut sortir de ce schéma. Et je suis d'accord avec ceux qui disent que, avec ce qui arrive actuellement au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, on va avoir finalement un changement de paradigme parce que c'est trop. Alors, vous avez bien fait de planter la transition. On va parler du Burkina Faso. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, n'a pas pu reprendre lundi comme prévu à Ouagadougou, la capitale. Les avocats de la partie civile ont demandé sa suspension en attendant la normalisation juridique
de la part des nouveaux dirigeants du pays. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, ce procès reprend après le rétablissement de la Constitution. D'abord, on va parler de ce rétablissement de la Constitution. On sait que la junte a eu à prendre langue avec les émissaires de la CEDEAO récemment. Votre regard sur cette rencontre? Écoutez, si elle sert à quelque chose, à minima au moins à la restauration de la Constitution du Burkina Faso, alors je dis c'est un grand bien. Mais si elle n'a servi qu'à ça, même si elle n'a servi qu'à ça, c'est déjà quelque chose d'obtenu de la part de la junte. Mais vous voyez, finalement, oui, bon, cette visite, on peut saluer ses présupposés. Il s'agit d'aller discuter, prendre langue avec la junte. Bon, maintenant, on l'a fait. On attend le sommet des chefs d'État qui va avoir lieu demain, je pense. Oui, à Kraougara. On va voir quelle va être la réaction des chefs d'État de la CEDEAO après le camouflet contre le Mali, parce que c'est un camouflet. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire de périphrases totalement euphémisantes. Ça ne va rien changer du tout. Disons la vérité brute. D'accord? Après ce qui s'est passé quelques semaines après, c'est-à-dire que même pas peur, vous sanctionnez nos voisins, nos collègues à côté, mais nous le faisons quand même. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire de votre autorité, de vos principes et de vos sanctions. Et puis, dans l'espace d'une semaine, paf, ça retape encore dans votre zone, sous votre autorité. Un autre régime a failli tomber. Ça, à un moment donné, il faut se poser la question, à quoi vous servez et si vos sanctions servent à quelque chose. En tout cas, elles ne sont pas dissuasives. Alors, Maître, parlant toujours du Burkina Faso, les émissaires de la CEDEAO trouvent que cette junte est très ouverte. Oui, bon, jusqu'à présent, elle n'a montré que bonne figure. Hein, parce que, bon, enfin, dans le discours qui a été servi à la nation burkinabé, il n'y a rien de très agressif. Il n'y a pas de grandes atteintes portées à l'équilibre des choses. Bon, on avait suspendu la Constitution, maintenant ça vise de la restaurer, de la restituer, mais très bien. Bon, je crois que chemin faisant, on va rétablir beaucoup d'institutions. Bon, en dépit du gouvernement et de la présidence du Faso, on va trouver aussi, je crois, une formule accommodante pour qu'il y ait un pouvoir législatif. Parce que ça va être la junte qui va légiférer. Mais quand on fait un coup d'État, après tout, c'est pour régler un problème. Et si vous faites le coup d'État sans régler le problème pour lequel vous l'avez fait, alors c'est un échec du coup d'État. Et donc c'est un double crime. Vous voyez, parce que quoi qu'on dise, la prise du pouvoir par des moyens violents, illégaux, parce que les moyens armés sont toujours violents, c'est un crime. D'accord? Maintenant, on vous le concède, parce que il y a dedans des excuses atténuantes. On appelle ça comme ça. Les circonstances atténuantes du coup d'État sont les malfaisances de la gouvernance. De la gouvernance. Et c'est ce qui, à chaque fois, justifie aux yeux des populations qu'on fasse des coups d'État. Vous vous rendez compte un peu? La première réaction de la rue africaine, c'est de demander à qui le tour quand ça s'est passé au Burkina Faso. On commence à spéculer sur qui va être le prochain. Et ça n'effraie plus personne, ça n'inquiète plus personne. À la limite, on a l'impression que c'est souhaité. C'est un changement souhaité par nos populations. Vous vous rendez compte à quel point on a dégradé finalement nos propres idéaux démocratiques. Finalement, on les confie volontiers au pouvoir kaki. On le confie volontiers au treillis. On s'en fiche littéralement que les gens soient élus parce qu'on sait qu'ils sont mal élus, parce qu'on sait qu'ils le sont, ils tirent leur légitimité factice d'élections qui elles-mêmes ne sont jamais crédibles. Voilà pourquoi ça ne fait mal à personne quand on les dépose. Voilà le problème. Alors, Maître, après le rétablissement de la Constitution, place au procès Thomas Sankara. Ce procès est aussi important, selon vous,
qu'on peut toujours continuer cela dans tous les moments. Ce procès est capital, ce procès est plus qu'important. Il a été attendu pendant 27 ans. Bon, finalement, c'était en désespoir de cause. C'est parce que Blaise Compaoré n'a jamais voulu qu'on fasse procès, qu'on rétablisse la vérité sur la façon sanglante dont il est venu au pouvoir, que ce procès n'a pas eu lieu. Mais si la junte portait atteinte d'une quelconque manière à ce procès-là, elle aurait un problème avec le peuple burkinabé parce que le peuple burkinabé réclame ce procès. Il en a besoin pour faire sa catharsis. Sankara était un personnage mythique pour les Burkinabés, pour beaucoup d'Africains dont je suis. Et sincèrement, ne pas faire le procès des circonstances dans lesquelles Sankara est mort, si la junte empêche ça, alors que ce procès est en cours, alors elle aura de graves difficultés avec la population. Donc ça voudra dire qu'elle commence déjà par piétiner les idéaux pour lesquels on a pensé qu'elle est intervenue pour sauver la nation. Alors, Maître, les analyses reprochent également à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré d'avoir mis plus de moyens sur ce procès et d'avoir oublié l'aspect sécuritaire. Attendez, arrêtons de dire n'importe quoi. Là, permettez que je m'offense un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on dit qu'il y a séparation des pouvoirs, que la justice est indépendante de l'exécutif, pourquoi voulez-vous qu'on reproche à un chef d'État le fonctionnement parfois défectueux de la justice? Pourquoi voulez-vous à chaque fois que ce soit lui qui l'assume? La démocratie, c'est d'abord une question d'éducation. Et ceux qui en parlent devraient s'éduquer un tout petit peu sur les modes de fonctionnement des institutions démocratiques. Alors, bon, je veux bien que ce soit les États qui mettent les moyens à la disposition de la justice. Mais quand un procès est nécessaire et que ce procès interpelle beaucoup de gens, un nombre important de témoins et de parties civiles, pourquoi de reprocher à un pouvoir d'avoir pris le temps de l'organiser convenablement pour qu'il ait lieu dans des conditions satisfaisantes? Mettre la mauvaise gouvernance aussi, c'est l'ingérence du pouvoir exécutif dans celui judiciaire des fois en Afrique. Nécessairement, oui. L'ingérence dans le judiciaire est nécessairement un symptôme de mauvaise gouvernance. Oui, et donc forcément, si c'est le cas, ça doit être condamné. Mais quand un pouvoir met à la disposition de la justice les moyens pour qu'elle se prononce de façon satisfaisante et complète dans un procès nécessaire pour l'histoire du pays, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit à reprocher. Non, que le régime de Roch-Marc Christian Kaboré ait failli sur le terrain sécuritaire, je le concède. Mais alors, à ce moment-là, je pose encore la question. À qui il incombe de faire les opérations pour assurer la sécurité? À l'armée. Alors, quand l'armée a échoué, elle ne va pas reprocher. Mais maintenant, attention, si on détourne les soldes des militaires, si même leurs rations sont insuffisantes et qu'elles ne leur parviennent pas lorsqu'ils sont sur le front, parce que les moyens logistiques sont insuffisants, parce qu'on a détourné l'argent qu'il faut pour les mettre à disposition, alors effectivement, ils ont raison de protester et ils ont raison de s'en prendre à ceux qui sont coupables de cela. Mais à ce moment-là, il faut le dire, parce qu'actuellement, le pouvoir est entre leurs mains, et il faut qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils reprochent. À qui dans la conduite des affaires militaires, parce qu'un militaire ne peut pas venir dire c'est à cause des civils que nous ne travaillons pas correctement, s'il ne sait pas dire exactement ce qu'il demande aux civils. Voyez-vous, si vous me donnez des armes sans les munitions, je vous reproche de m'avoir privé des moyens de me défendre et de m'avoir envoyé au casse-pipe. Parce que les militaires, qu'on le veuille ou non, je ne veux pas qu'on réduise des gens, des êtres humains, à leur profession et à leur fonction. C'est d'abord et avant tout des citoyens. C'est d'abord et avant tout nos frères, nos oncles, nous en avons dans nos familles, et ils ont besoin au moins qu'on considère leurs doléances et qu'on les traite, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Enfin, eux savent ce dont ils ont besoin pour nous protéger, nous autres. Alors si la mauvaise gouvernance siphonne complètement les fonds dont on doit se servir pour qu'ils fassent correctement leur travail, alors ils ont raison de prendre les fusils et de les retourner contre ceux qui font mal leur travail. Alors, Maître, on attend la normalisation juridique de la part des nouveaux dirigeants du Burkina Faso. C'est quoi on nomme par normalisation juridique et comment cela va se faire? Écoutez, normalisation juridique, voilà, on se paye de mots.
C'est quoi la normalisation juridique? Quand les gens ont décidé de prendre le pouvoir, que ça vous plaise ou non, c'est quoi la normalisation juridique? Dites-moi. Et le droit est où? Là. On s'assoit dessus. Votre code, on s'est assis dessus. Votre constitution, on s'est assis dessus. Et après, on s'est levé en disant, bon, on vous le restitue. D'accord, maintenant le reste. C'est quoi la normalisation juridique? Ce sont des mots qu'on aligne pour se donner bonne conscience. Il n'y a rien de normalisé juridiquement, à mon sens. Il y a un coup d'État. Maintenant, il faut le boire jusqu'à la lie. C'est tout. Maintenant, je souhaite à ce pouvoir autoproclamé de réussir au moins ce pourquoi il est venu. On aura avancé à quelque chose. Alors, maître, on termine par cette réaction du président rwandais Paul Kagame qui dit que les coups d'État sont le fruit de la mauvaise gouvernance. Est-ce qu'il est bien placé pour parler ainsi? Mais totalement. Il a fait un coup d'État, lui? Non. Il a pris le pouvoir parce qu'il y avait tellement de mauvaise gouvernance que les gens ordinaires se sont retournés les uns contre les autres et ont décidé de se faire la peau. C'est ça. Donc, écoutez, une rébellion qui met fin à un pouvoir, qui n'arrive pas à assurer la sécurité ordinaire des citoyens, est une rébellion heureuse. Voyez-vous, il y a certaines maladies qui sont heureuses, parce qu'elles vous permettent au moins d'aller voir le médecin et d'être soigné. Si la rébellion du FPR a permis de mettre fin à une mauvaise gouvernance au Rwanda, alors elle a été une bonne chose. Même si les moyens par lesquels ils sont arrivés, je dis toujours, quand on a gagné une guerre civile, c'est qu'on a accepté de commettre beaucoup de morts, n'est-ce pas? Parce qu'on ne vient pas au pouvoir à l'issue d'une guerre civile en marchant sur des sacs de pommes de terre, n'est-ce pas? Donc, c'est sur des cadavres qu'on marche pour se hisser au pouvoir. Donc, il y a quelque part une odeur de sang. OK? Quand on a dit ça. Maintenant, regardons de près la question de la gouvernance de M. Kagame. Il s'est imposé comme un exemple. C'est-à-dire que Kagame force l'exemple et force l'admiration et le respect de beaucoup d'Africains par la façon dont il gouverne son pays. C'est vrai, ce n'est pas le paradis du journalisme d'opinion. Hein. J'allais justement aborder cela, attention, maître Éric Emmanuel Sousa. Oui, Quand mais on parle de bonne gouvernance, la liberté d'expression, on voit ces opposants qui sont embasillés, les leaders d'opinion, Kizito Mihigo tout récemment et autres. On est d'accord avec ça. On peut lui reprocher aussi des choses. Oui, mais attendez. Vous savez quoi? Finalement, c'est comme si, écoutez, il y a l'enfer et l'enfer, d'accord? On vous demande de choisir entre les deux. Parce qu'en fin de compte, ce dont on parle là, je préfère, d'accord, être sous la gouvernance de quelqu'un qui assure une bonne éducation à sa population, qui assure un bon système de santé à sa population, qui assure la sécurité, parce que Kigali est l'une des villes du monde les plus sûres. Ça, vous pouvez le vérifier. Kigali compétit avec Singapour et La Havane. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Attention, vous pouvez laisser votre vélo, l'oublier, revenir le lendemain, vous le prenez à la place où vous l'avez laissé. Personne ne viendra le voler. Ça, c'est Kigali. C'est une performance en termes de sécurité et de réduction de la criminalité. Maintenant, il y a des pays qui sont démocratiques, où les journalistes disent ce qu'ils veulent. Ils insultent à longueur de journée les gouvernants, mais où les rues ne sont pas propres, ou quand il pleut, les égouts dégorgent dans la rue, et où il n'y a pas de service public qui fonctionne, même pas de justice du tout. Mais bon, on dit on respecte la liberté d'opinion. Alors que le respect de la liberté d'opinion s'apparente à cause toujours tu m'intéresses, et puis bon, je te laisse, du moment que je te laisse causer, je fais ce que je veux. D'accord? C'est le chien aboie, la caravane passe dans beaucoup de pays. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'économie nécessaire, mais on est obligé de concéder certaines choses pour avoir d'autres. Et honnêtement, je veux dire, au titre des performances en matière de bonne gouvernance, M. Kagame a beaucoup de leçons à donner à ses pairs. Ce n'est pas celui qui se promène avec des godasses à 8 000 $. Ce n'est pas celui qui a des appartements, des villas
à Dubaï et dans les îles Vierges. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il est là, il a apparemment toutes ses possessions au Rwanda et il s'efforce que ses enfants soient éduqués au Rwanda avant d'aller parfaire leur éducation ailleurs et de revenir au pays pour faire bénéficier le pays de leurs connaissances et de leurs expériences. Alors, que pensez-vous de sa déclaration même? Il parle de mauvaise gouvernance Oui. qui emporte les chefs d'État, Oui, certains chefs d'État de l'Afrique. absolument. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Regardez, attendez. Prenez le pays juste à côté de lui, la RDC. Ils ont connu beaucoup d'alternance, n'est-ce pas? La presse congolaise, elle est très prolifique. Hein. Bon, on en tue quelques-uns de journalistes là-bas aussi, mais bon, enfin, on va considérer que les opposants, tous les opposants congolais ne sont pas en prison. Ils sont au Parlement, ils sont payés pour voter des lois contre la majorité présidentielle, etc. Est-ce que c'est de la bonne gouvernance? On a dépensé 35 milliards de dollars, 35 milliards, pour sécuriser la RDC qui peine à trouver la sécurité. Et vous appelez ça de la bonne gouvernance? Ce n'est pas simplement le fait de Tshisekedi. Hein. Celui qui était là avant lui était déjà dans le même état. On dépensait beaucoup. La MINUSCO, elle est toujours là, en RDC. Dans les obstacles qui empêchent sa sécurité, il y a également le Rwanda. Quoi, le Rwanda est un obstacle à la sécurité de On voit la RDC. on voit des Rwandais, des Ougandais, d'autres nationalités qui viennent piller les ressources de la Alors, RDC. donc je vais vous dire, la bonne gouvernance congolaise consisterait à faire en sorte qu'aucun Rwandais, aucun Ougandais ne vienne piller les ressources congolaises. Ça, c'est la bonne gouvernance congolaise. Vous voyez, je veux parler de la bonne gouvernance congolaise. Donc, si vous êtes mal gouvernant, alors vos voisins viendront piller vos ressources sans que vous puissiez faire quoi que ce soit contre eux. Vos voisins viendront prendre le pouvoir chez vous. C'est ça la bonne ou mauvaise gouvernance. Donc, quand on parle de ça, parlons plutôt du côté de ceux qui sont défaillants. Ne reprochons pas à ceux qui... parce que la place est belle, parce qu'il n'y a quasiment pas de résistance, il n'y a quasiment pas de loi, il n'y a quasiment pas d'armée pour m'arrêter. Alors pourquoi voulez-vous que je m'arrête? Voilà ce qui se passe. Alors, vous pensez que sa sortie sera appréciée non seulement par ceux qui sont déposés, qui ont été ses pairs, Oui. mais aussi par ceux qui sont là aujourd'hui, surtout en Afrique de Mais l'Ouest? pardonnez-moi, mais il s'en fout. Mais il le leur dit parce qu'il faut bien qu'ils écoutent quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un leur dise que ce qu'ils font est mauvais et que la mauvaise gouvernance à outrance génère les conditions dans lesquelles les coups d'État se passent. Que quelqu'un le dise en étant au pouvoir en Afrique noire est une bonne chose. Je préfère que Kagame le dise plutôt que Poutine le dise. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard croisé.